Le fait que certains grands scientifiques contemporains veuillent bien reconsidérer les réponses qui existent dans cette tradition très ancienne est un signe encourageant. Bien que la sensibilité moderne fasse preuve de peu de patience envers la métaphysique ou envers ce qui semble être un fatras d'abstraction très sophistiqué pour esprit tordu, n'importe quel historien ayant des idées honnêtes et soyant un minimum impartial conviendra que la cosmologie d'autrefois était une machine philosophique magnifique. En considérant ses emboîtements, l'évolution de ses dimensions, les collisions, les entrelacements et transformations de grands systèmes, par son échelle, sa complexité et son pouvoir d'explication incroyable, elle rivalise avec la science moderne. Nous ne pouvons pas nous contenter de dire que la physique a remplacé la métaphysique en la rendant redondante. Il existe une différence clé entre ces disciplines. Elles disent des choses distinctes. La science moderne explique ce qui est, alors que la philosophie ancienne, que nous allons explorer ici, raconte pourquoi notre expérience de l'univers est telle qu'elle est. Pour la science, le grand miracle qu'il faut expliquer, c'est l'univers physique, tandis que pour la philosophie ésotérique, c'est la conscience humaine. Bien sûr, les scientifiques sont fascinés par l'extraordinaire série d'équilibres entre les différents facteurs qui ont été nécessaires pour rendre la vie sur Terre possible, mais ils ne parlent qu'en termes d'équilibre entre le froid et le chaud, l'humidité et la sécheresse, la distance parfaite de la Terre au Soleil, pas plus pas moins, ou le degré d'évolution particulier du Soleil, ni plus chaud ni plus froid. Ils disent qu'à un niveau plus fondamental, pour que la matière adhère, la gravité et les champs électromagnétiques doivent être chacun d'une puissance particulière, ni plus fort, ni plus faible, et ainsi de suite. Du point de vue de la philosophie ésotérique, nous voyons bien qu'une longue série de combinaisons tout aussi extraordinaires a été nécessaire pour faire de notre conscience subjective ce qu'elle est, ou si l'on veut pour donner à notre expérience vitale cette structure. D'autres équilibres sont nécessaires pour nous permettre de penser librement, pour border notre esprit de pensée. Nous devons pouvoir percevoir le monde extérieur à travers nos sens, mais il est tout aussi important de ne pas être submergé de sensations qui finiraient par envahir la totalité de notre esprit, car on ne pourrait ni réfléchir ni imaginer. Cet équilibre-ci est tout aussi extraordinaire que par exemple le fait que notre planète ne soit ni trop près ni trop loin du Soleil. Nous avons également la capacité de déplacer notre conscience dans notre vie intérieure comme un curseur sur un écran d'ordinateur. Grâce à cela, nous sommes libres de choisir nos pensées. S'il n'existait pas ce parfait équilibre entre l'attachement et le détachement de nos pulsions, aussi bien que de nos perceptions extérieures, vous n'auriez pas à ce moment même le choix de détourner votre attention de cette série, ni la liberté de penser à autre chose. De fait, et c'est crucial, si les conditions fondamentales de la conscience humaine n'étaient pas caractérisées par cette série d'équilibres très subtils, nous ne pourrions pas exercer notre liberté de penser, ni notre libre arbitre. Les expériences humaines les plus essentielles, ce que le psychologue américain Abraham Maslow appelle les expériences paroxystiques, requièrent des équilibres encore plus subtils. Il nous arrive de devoir prendre des décisions à des moments cruciaux de notre vie. L'expérience humaine commune, si ce n'est universel, a démontré que si nous essayons de comprendre quel chemin nous devons emprunter en nous servant de toute notre intelligence, que si nous y travaillons de tout notre cœur, et si nous sommes capables de patience et d'humilité, nous pouvons tout à fait discerner ce qu'il convient de faire. Et après avoir pris la bonne décision, il nous faudra probablement beaucoup de volonté pour la mettre en pratique. Et nous aurons besoin de toute notre obstination pour réussir. C'est le cœur de l'expérience humaine. La conscience humaine est donc une sorte de miracle. Aujourd'hui, nous avons tendance à la considérer comme banale, mais les anciens étaient sidérés par la merveille de son fonctionnement. Comme nous allons le voir, autrefois les intellectuels de premier plan traquaient les changements subtils dans la conscience humaine avec autant de diligence que les scientifiques modernes traquent les modifications de notre environnement physique. Leurs récits historiques, pétris d'événements mythiques et surnaturels, témoignent de la façon dont la conscience humaine a évolué. La science moderne essaye d'imposer sa vision pour le moins étroite et réductrice. Elle essaye de nous convaincre que certains éléments de l'expérience humaine, même ceux qui se répètent à travers les âges, ne sont pas réels. Le pouvoir obscur de la prière, les prémonitions, la sensation d'être observé, les preuves de télépathie, les expériences de décorporation, les coïncidences et bien d'autres choses qu'elle choisit de balayer et de cacher sous le tapis. Mais le plus important, c'est que dans sa vision réductrice, la science nie à l'expérience universelle de l'homme un sens à la vie. Certains scientifiques prétendent même que cette question n'a aucun intérêt.
Il n'est sûrement pas insensé de dire que toute personne intelligente veut en savoir davantage à un moment ou à un autre de sa vie. Il est naturel pour l'homme de se demander si la vie a un sens, et la philosophie ésotérique possède la pensée la plus riche et la plus profonde et la plus dense à ce sujet. Il est donc crucial, avant de nous embarquer dans ce récit, que nous fassions encore une distinction philosophique avec la pensée scientifique moderne. Parfois les choses vont mal, et la vie ne semble pas avoir de sens, alors qu'à d'autres moments, c'est exactement l'inverse. Quand par exemple, elle prend ce qui ressemble à un mauvais virage, nous échouons un examen, nous perdons notre travail, ou bien une histoire d'amour se termine, nous nous rendons compte par la suite que grâce à ces événements négatifs, nous avons enfin trouvé notre vraie voie ou notre grand amour. Il arrive ainsi que quelqu'un décide de ne pas prendre un avion qui finit par s'écraser. Quand cela se produit, nous avons la sensation que là-haut on nous protège ou que nos pas ont été guidés. Il nous arrive d'avoir un sens aigu de la fragilité de la vie, nous réalisons que les choses auraient pu se passer différemment si ce n'est coup de vent imperceptible, presque surnaturel, qui nous a fait changer de direction. Une explication bien plus terre-à-terre émanant de notre part scientifique nous permet de relier la coïncidence à un faisceau d'événements qui l'ont engendré et de l'appeler hasard. Mais au fond, nous suspectons que la coïncidence n'est pas du tout une question de hasard. Les coïncidences nous font parfois confusément avoir la preuve, tout à fait insaisissable, que derrière l'apparence d'incohérence de l'expérience quotidienne, un schéma absolu révèle son sens caché. Parfois nous découvrons que quand tout semble perdu, le bonheur apparaît ou qu'à l'intérieur de la haine se cache le germe de l'amour. Pour des raisons que nous examinerons plus tard, de nos jours, la question du bonheur est étroitement liée à celle de l'amour physique. C'est souvent le fait de tomber amoureux qui nous fait dire « cela devait arriver ». Il est évident que nous ne pouvons donner à certaines parties de notre vie un sens et un objectif. Si je choisis de jouer au football, le fait de taper dans le ballon et de vouloir marquer est un but en soi. Mais notre vie tout entière, de notre naissance à notre mort, ne peut avoir un sens que s'il existait au préalable un esprit pour le lui donner. Il en est de même pour l'univers. De nos jours, on nous encourage à laisser de côté les grandes questions sur la vie et la mort. Pourquoi sommes-nous là? Quel est le sens de la vie? On nous dit que ces questions n'ont pas de sens. Continuez à vivre et c'est tout. C'est ainsi que nous perdons de vue à quel point il est étrange d'être en vie. Cette série a été conçue avec la croyance qu'une pensée d'une très grande valeur est menacée. Le résultat, c'est que nous sommes moins vivants que nous ne l'étions autrefois. Ce que je suggère, c'est que si nous considérions les fondamentaux de la condition humaine, d'un autre point de vue, nous risquerions de nous rendre compte que la science n'en sait pas autant qu'elle veut bien le dire, et qu'elle échoue quand il s'agit d'aborder ce qu'il y a de plus fondamental dans l'expérience humaine. Par la suite, nous allons nous mettre à la place des initiés d'autrefois, et nous allons considérer le monde de leur point de vue. Nous essaierons d'examiner la sagesse ancienne abandonnée, et nous verrons que de cette perspective, ce que la science moderne nous encourage à prendre comme des faits véridiques, tout à fait vérifiables, ne sont en réalité qu'une histoire d'interprétation.